Merci beaucoup. Déjà, merci aux organisateurs pour cette invitation et pour cette initiative de parler de santé et de travail dans le cadre de votre université. Merci beaucoup. Un sujet passionnant que nous allons essayer de traiter rapidement, si j'ai bien compris des délais courts. Et effectivement, je vais donc vous parler de la question du temps et des espaces de travail qui posent de nouvelles frontières et qui sont finalement de nouveaux enjeux pour la santé des salariés. Alors peut-être qu'en préambule, vous m'avez présenté comme ergonome. Je trouve que c'est peut-être l'occasion dans un public qui n'est pas forcément initié, comme dans différents colloques au congrès, pour préciser ce que l'on entend par ergonomie. Non, ce n'est pas que la mise en conformité d'un aspirateur ou d'une brosse à dents. Hein. C'est souvent comme ça que certains perçoivent la question de l'ergonomie. En fait, je vais faire un petit rappel pour vous préciser que l'ergonomie en fait, est basée sur l'idée fondamentale qu'il existe une différence entre le travail réel, entre le travail tel qu'il est conçu et le travail tel qu'il est réalisé. Ce décalage, en fait, est dû à la variabilité du travail qui ne peut jamais se prévoir entièrement et que chaque personne est engagée dans ce qu'elle fait, à la fois physiquement, psychologiquement et socialement. L'ergonomie et l'ergonome a donc pour objectif de comprendre le travail réel, en quoi il est soutenu ou contrarié par l'organisation du travail et en quoi il participe à la fois à la performance, à la qualité du travail, comment aussi, et c'est le propos, les organisations du travail peuvent produire des dégâts sur la santé. Il s'agit à partir de ce moment-là de proposer des transformations qui visent à adapter le travail aux femmes et aux hommes en activité dans le but finalement de tenir conjointement la qualité et la santé. Dans ce double souci, essentiel à répéter aux entreprises, le respect de la santé des salariés va aussi de pair avec la santé économique de l'entreprise. Il s'agirait évidemment de ne pas l'oublier, de ne pas le perdre de vue. Mais alors en quoi l'ergonomie que je viens de vous décrire a à voir avec la question du temps et de l'espace, qui est le propos de cette intervention? Alors déjà, le temps, comme tout le monde le sait, est une composante qui est commune à toutes les activités de travail. Autrement dit, il n'y a aucune activité professionnelle qui n'échappe à un cadre temporel et que par conséquent, les entreprises sont toujours confrontées à son organisation, ce qui, je vous le dis franchement, ne manque pas d'occuper les ergonomes et bien d'autres corps de métier d'ailleurs. Et puis le temps, c'est un enjeu. C'est un enjeu économique, politique et social, comme on atteste, vous l'avez tous vécu, les débats politiques sur les 35 heures versus les 39 heures, le temps de travail, le travail à temps partiel, voilà, subi, choisi, le travail de nuit, ou encore le travail du dimanche, ça on en a tous évidemment entendu parler, qui a divisé pas mal la France ces dernières années. En fait, tous ces débats me semblent témoigner de la recherche de nouveaux repères temporels qu'il semble que nous ayons un peu perdus. Et il ne faut pas perdre effectivement de vue que façonner le temps de travail, c'est aussi finalement façonner le visage de notre société tout entière. On va le voir, je vais le décrire aussi, puisque finalement, on va voir que de nouvelles formes d'organisation ont émergé. Ce que l'on constate aujourd'hui dans le monde du travail, c'est que les horaires atypiques se développent de plus en plus et de plus en plus vite. On assiste alors à une myriade d'horaires qui était tout à fait inenvisageable il y a encore une quinzaine d'années. D'ailleurs, maintenant en France, environ 65% des salariés travaillent en horaire atypique, au point finalement de se demander si le caractère atypique des horaires n'est pas devenu la norme. Quand 65% des gens travaillent en horaire atypique, ça finit par devenir la norme. Du coup, on constate des horaires qui sont de plus en plus fréquemment marqués, en particulier pour les femmes d'ailleurs, par l'imprévisibilité, avec une modulation des durées journalières, hebdomadaires ou annuelles variables du travail, des horaires décalés avec des salariés qui commencent à travailler soit très tôt le matin, avec de longues coupures, et qui vont finir très tard en soirée, avec, comme on l'a dit, le travail du samedi, du dimanche, qui va finir par se développer. Et on voit bien alors qu'on s'éloigne progressivement du modèle diurne et régulier d'il y a une vingtaine d'années pour faire place à des horaires évidemment plus atypiques, longs, flexibles, décalés, de nuit postée évidemment, coupés et fragmentés. Ce qu'il y a, c'est que tous ces horaires atypiques et ce développement s'est fait très rapidement. Le travail de nuit, par exemple, a doublé en 20 ans. Aujourd'hui, 3,5 millions de personnes travaillent en horaire de nuit.
Et puis, le travail de nuit continue chez les femmes, d'ailleurs, à augmenter considérablement depuis les années 2000, en particulier depuis 2001. Alors que, rappelons-le pour l'histoire, n'est-ce pas, la loi nous dit que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. On peut dire que nous en sommes loin. Il suffit de se reporter au débat que nous avons eu sur l'ouverture de commerces, par exemple, sur les Champs-Élysées dans le courant de la nuit, pour aller acheter différents produits de beauté. Alors, pourquoi un tel développement? Et ça revient à la question de la mondialisation, la question de la santé. Eh bien, d'abord parce que la mondialisation y a contribué, en particulier avec l'intensification des échanges internationaux, avec aussi beaucoup la recherche d'une rentabilisation maximale du temps de travail et du capital de production, l'utilisation optimale évidemment des équipements, il vaut mieux qu'ils tournent 24 heures sur 24 que 12 heures par jour, puis le coût de l'électricité est aussi sensiblement moins cher dans le courant de la nuit. Et puis bien sûr, un élément majeur est venu se surajouter à cela, qui est l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et là on a eu assisté à un effet boule de neige, c'est-à-dire que dans des secteurs où une grande industrie se mettait à travailler en horaire atypique, ou en travail posté par exemple, eh bien, différents commerces qui n'y étaient pas assujettis se mettaient à cette même rythmicité horaire. De la même manière que ouvrir des commerces loin d'un centre le dimanche, ça va exiger évidemment de mettre des transports en commun ouverts le dimanche et plus nombreux le dimanche pour accompagner les personnes qui voudront s'y rendre. Donc on voit bien qu'il y a là un effet boule de neige engagé par cette question de temporalité. Et donc, antérieurement, réservé à certains secteurs, en particulier de l'industrie, des soins ou des services de répression, à la police, les douanes, les horaires de plus en plus atypiques se sont évidemment généralisés à tout un monde qui n'y était pas auparavant assujetti, évidemment les commerces, l'assurance, la banque, des cabinets d'avocats et voire même aujourd'hui des crèches avec des auxiliaires de puéricultrices qui se sont mis à travailler en 3-8 et des enfants que l'on peut déposer à 3 heures du matin, récupérer à 4 heures, ramener à 5 heures. Donc quand on connaît effectivement les effets du travail de nuit sur la santé des salariés, on peut s'interroger sur les effets qu'auront évidemment cette rythmicité sur nos propres enfants que nous laisserions assujettis à ce type de rythme et ce type d'horaire. Donc on voit bien aussi que toutes ces modalités d'organisation temporelle un peu innovantes, eh bien, posent en même temps la question de la vigilance au travail, de l'efficience, de la sûreté, de la sécurité et de la santé. Parce que finalement, ils vont bousculer à la fois les rythmes psychologiques, les rythmes biologiques et les rythmes sociaux. Alors, on ne va pas se mentir, on manque beaucoup de données scientifiques sur les effets de ces nouvelles formes d'organisation du temps de travail sur la santé des salariés qui y sont assujettis. On a blindé le boulot sur les travails de nuit et le travail posté depuis évidemment de nombreuses années, mais il est vrai que sur d'autres formes d'horaire, on manque encore du recul suffisant pour progresser. Ce que l'on peut faire, c'est transférer les connaissances scientifiques que nous avons acquises antérieurement sur le travail de nuit et le travail posté et regarder ce que ça peut donner. C'est ce que nous demandent aujourd'hui les entreprises lorsqu'elles mettent en place des horaires sur le coup assez surprenants et on essaie de comprendre ce que ça pourrait donner dans quelques années sur les salariés. Alors, ce que l'on sait sur le travail de nuit, je vais passer très vite, parce que je suis à la bourre ou à peine 7 minutes, mais c'est très précis, oulala. Le temps est géré. Au moins, c'est clair. Donc, en fait, bon, je ne vais pas vous développer tous les effets du travail de nuit et du travail posté sur la santé. Pour ceux qui sont tout à fait intéressés par ce sujet, que personnellement je trouve passionnant, évidemment, je vous invite à consulter le rapport de l'ANSES qui est sorti en juin de l'année 2016 et qui dresse un parfait bilan des conséquences de ce type d'horaire, tant sur la santé que sur la vie familiale et sociale. Donc je vous invite à regarder cela si ça vous intéresse. En un mot, donc je ne développe pas, troubles du sommeil, fatigue, consommation de médicaments plus élevés, troubles digestifs, surpoids, risque cardiovasculaire, troubles de l'humeur, irritabilité, anxiété, dépression, et puis des probabilités de cancer plus élevées, le cancer du sein chez les femmes, colorectal et de la prostate chez les hommes. Les derniers travaux scientifiques ont pu établir une corrélation qu'on va continuer d'essayer de creuser dans les années à venir avec le recul et les cohortes, bien sûr, nécessaires. C'est de la science, c'est pas de la prédiction exacte. On sait aussi qu'il y a une dégradation plus rapide dans la santé des travailleurs de nuit et postés que chez les travailleurs de jour et que de surcroît, je suis désolée de ce portrait un peu dramatique,
ils sont victimes de phénomènes de polysymptomatologie, c'est-à-dire qu'ils vont développer plusieurs troubles simultanément dans des registres de la santé très différents. Alors donc, ces connaissances que je suis en train de vous décrire sont par exemple transposables sur les salariés qui vont commencer à travailler très tôt le matin et se priver donc d'une période de sommeil nocturne, ou qui vont finir très tard le soir, à 2 h du matin, et qui vont se coucher très tard, puisqu'on va devoir ajouter par exemple le temps de transport. Alors, on sait qu'il y a des effets sur la santé, certes, mais il y a aussi, lorsqu'on définit un temps de travail, on définit également un temps hors travail, comme je l'annonçais en avant-propos. Finalement, c'est le temps de travail, la frontière qui s'impose entre la vie au travail et la vie hors travail. Et donc, c'est devenu même enjeu de question pour les entreprises. Alors, c'est pas que tout d'un coup, les entreprises se sont réveillées en se disant « Mon Dieu, mais il faudrait qu'on se préoccupe de la vie hors travail de nos salariés ». Non, pas vraiment. C'est surtout que les indicateurs sociaux s'affolent, les maladies professionnelles, les accidents du travail, le turnover, l'absentéisme. Et alors, l'entreprise se demande, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Pourquoi tous ces indicateurs vont dans le rouge? N'y aurait-il pas un lien entre cet état de santé dégradé au travers des indicateurs et les systèmes d'organisation que je peux proposer? Et là, effectivement, je n'aurai pas le temps de développer, on va voir qu'il y a des effets. Les horaires provoquent un effet direct sur la santé via la désynchronisation biologique. Mais il y a également des effets indirects, et je me tourne vers Marie, en particulier chez les femmes, parce que les femmes vont élaborer des stratégies de régulation des effets négatifs de leurs horaires de travail dans la vie hors travail, pour protéger la vie hors travail. Et ces stratégies vont rentrer en conflit avec leur propre santé. Je pense par exemple, très vite fait, aux infirmières qui terminent leur travail à 5-6 heures du matin, et qui, plutôt que de suite aller se coucher lorsqu'elles rentrent de leur travail, ce qui est préconisé par tous les médecins, les épidémiologistes et les ergonomes, eh bien, vont s'occuper des enfants, les prendre en charge, leur faire le petit déjeuner, les habiller, les amener à l'école, et au lieu de se coucher, excusez-moi, à 7 heures, comme l'infirmière se couchera plutôt à 9 h, 9 h 30. Donc, du point de vue de la santé, on voit là aussi qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, dès l'instant où il s'agit d'horaires de travail. Alors, quel est le rôle des nouvelles technologies dans tout ça? Puisqu'on a vu donc que le temps de travail façonnait la vie hors travail, est-ce qu'il façonnerait autre chose? Et la question que nous sommes posées, c'est est-ce qu'il façonne également l'espace? C'est ambitieux, la notion de temps et d'espace, ou bien c'est l'inverse? Et puis dans tout ça, comment est-ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont intervenues? En fait, pour être honnête, il est difficile de savoir lequel de ces trois facteurs, le temps, l'espace et les nouvelles technologies, a pu en premier modifier les autres. On sait que l'apparition des nouvelles technologies a modifié le temps de travail et que le choix, finalement, d'une certaine rentabilisation de l'espace a accéléré le développement d'horaires atypiques. Toujours est-il qu'on a assisté ces dernières années à une dématérialisation de l'espace de travail, à l'éclatement des temps. Les salariés, pour pas mal, sont devenus nomades. Une sorte de vagabondage qui rend les frontières, comme vous vous en doutez, entre le travail et le hors-travail de plus en plus floues. En fait, on peut dire que le ici et maintenant que nous avions connu dans l'entreprise s'est transformé en de partout et tout le temps, ce qui est un peu plus compliqué. Je vais m'apasser les chiffres, je n'aurai pas le temps, j'avais quelques chiffres. Toujours est-il que, là pour dire les choses, toujours est-il que les salariés disent que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ont rajouté une pression temporelle dans leur travail, ont évidemment stressé, les ont profondément stressés, bousculés, quel que soit le niveau hiérarchique, les cadres en particulier. Et finalement, on le voit, ça a joué sur la santé, la flexibilité, et puis la possibilité de mettre de vraies frontières entre vie hors travail et vie hors travail. Alors, ces organisations inédites, qui ont bouleversé les repères spatio-temporels, sont-elles aussi un facteur de risque psychosocial? Parce que finalement, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est affreux, une minute. Il y a eu une sorte de guerre de l'espace. Bon, c'est pas un film, c'est une réalité. Il y a eu une guerre de l'espace et le coût du mètre carré a explosé dans les différentes grandes villes du monde et il a fallu le rentabiliser, cet espace. Et donc les horaires se sont imposés comme un levier d'action. On a vu finalement qu'il était préférable pour une entreprise de voir ses salariés se relayer sur un même poste, d'où dans les services, les 3 bits, où un même poste de travail était occupé par 3 personnes différentes.
Et là, évidemment, on partage son bureau, on ne peut plus en avoir un en soi, on ne peut plus l'habiter, se l'approprier, le personnaliser. Il y a eu aussi les open space, pas la peine d'insister, hein, où on a compris que être ensemble ne voulait pas dire forcément vivre ensemble et partager. Et donc, cette l'ère de la rentabilisation de l'espace de travail par le multi-usager, la standardisation ou alors la déspatialisation, les salariés ne sont plus dans l'entreprise, est alors advenue, hein, ce qui, par ailleurs, s'oppose considérablement à la question, criée dans toutes les entreprises, de l'innovation. On veut innover, ce qui est tout juste impossible, parce que finalement, l'innovation, ce n'est pas un processus solitaire, mais c'est plutôt le fruit d'un travail solidaire. Donc en fait, innover comme le souhaitent aujourd'hui les entreprises, ça s'oppose juste un peu à ce qu'elles ont mis antérieurement en place dans leur cadre, c'est-à-dire finalement de la sectorisation, d'élitement du lien social. Donc maintenant, le vrai enjeu, c'est d'essayer pour eux de recréer des espaces pour parler ensemble, échanger, pour finalement, après avoir diffracté le temps de travail, déliter les collectifs, briser finalement en quelque sorte la création, mis certains à la marge ou à la porte au sens, je dirais, physique du terme, ailleurs que dans l'entreprise, et bien finalement, ça a rendu obsolète le lieu commun d'activité, et on continue à se demander pourquoi le monde du travail va si mal. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut s'interroger, soigner le travail, et ce faisant, comme le font bien d'autres et très bien, soigner les travailleurs. Parce que finalement, du point de vue de la santé, toutes ces choix stratégiques se sont accompagnés de conséquences, une perte de repères pour les salariés, une perte du sentiment de sécurité nécessaire en particulier dans un contexte social et économique peu favorable à l'emploi, une déstabilisation, un sentiment d'isolement, de solitude, et puis aussi cette absence de retour immédiat sur le travail que l'on est en train de faire, lié à l'éloignement géographique des collègues. On ne peut plus débattre des métiers, des règles, de l'art au sein des équipes elles-mêmes. Il y a une absence de soutien social. Et puis finalement, on ne peut pas échanger sur les bonnes pratiques, le plaisir et les souffrances, parce que le collectif s'en est trouvé abîmé. Alors, finalement, quelle voie d'action ? Je passe donc toute une partie avant de me faire taper sur les doigts pour problème de temps. Eh bien, je crois que devant les constats qui sont les nôtres aujourd'hui, dans cette société dans laquelle nous évoluons et sur laquelle il y a encore beaucoup de travail à faire, je crois qu'il convient aujourd'hui finalement de s'interroger sur les interconnexions entre les modes d'organisation que proposent les entreprises et les technologies de l'information et de la communication. Avec cette exigence de les penser un peu de manière systémique et pas de manière cloisonnée. Il faut essayer d'anticiper les effets propres des horaires, du manque d'espace ou de l'espace commun, des nouvelles technologies. Il faut essayer de regarder les effets propres et les effets potentialisés de chacun de ces modes organisationnels. Ce qui veut dire qu'en gros, il faudrait tenter d'anticiper les effets pernicieux et délétères de ces nouvelles formes d'organisation du travail pour favoriser la santé en tant que processus de construction, convenir de modalités d'organisation du temps de travail qui respectent l'équilibre des vies, qui respectent aussi pour l'espace la concentration des salariés, soutiennent les relations interpersonnelles et les collectifs de travail. Les technologies de l'information et de la communication, ce serait bien aussi qu'elles soient respectueuses de la temporalité, ça crée beaucoup de tâches interférentes, qu'elles respectent le rythme et l'intensité du travail, mais aussi qu'elles ne jouent pas avec les frontières du haut travail et hors travail. Je crois qu'on est nombreux, je dirais, à pouvoir penser, voilà, qu'on peut se mettre à penser sur ces questions-là, avec les gens d'entreprise, bien sûr, avec tous ceux qui se préoccupent également de l'amélioration des conditions de travail, au développement et à la valorisation du capital humain. Ce sont des réflexions évidemment très urgentes, parce qu'il ne faut pas oublier que le travail doit être, ou en tous les cas doit redevenir, une source d'épanouissement personnel et de développement de savoir et de compétences, une source de développement dynamique de la santé, parce que, on le voit, le travail évolue, mais il n'est pas le seul. La notion de santé a évolué aussi, de la définition historique de l'OMS comme un état complet de bien-être physique, mental, psychique, social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, à cette notion d'équilibre dynamique. On voit que la santé est de plus en plus considérée comme un processus de construction tout au long de la vie, dans lequel le travail occupe une place majeure en raison de l'identité sociale qu'il confère, de la reconnaissance sociale qu'il octroie, du développement des compétences auxquelles il devrait donner lieu. Donc, si l'on veut y parvenir, peut-être faut-il prendre le temps pour penser l'espace et s'accorder l'espace nécessaire pour penser le temps. Je vous remercie de votre attention.